Eh ben, parfait. Ok. Bah, écoutez, on a une petite minute. Je vais aller chercher mes mouchoirs. Je reviens. Et tant que Florian revienne, on laisse peut-être admettre les participants. Bonjour. 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 Bonjour tout le monde. On va attendre juste quelques minutes que les personnes arrivent, mais je vois qu'on est déjà beaucoup. Donc merci de votre patience. On va commencer dans quelques instants. En attendant, bah, comme d'habitude, si vous avez l'amabilité de nous confirmer que tout fonctionne bien en termes de son, d'image, de présentation, de visibilité, on est toujours preneur. Ça a l'air de bien fonctionner. Merci. J'ai eu un petit doute, hein, il y a eu un petit temps de latence. Et en attendant que tout le monde arrive, si cela vous va de pouvoir vous renommer pour ceux et celles d'entre vous qui n'ont pas encore indiqué le nom de l'entreprise ou l'organisation où vous faites partie, comme ça sera intéressant de savoir aussi qui est dans la salle pour les échanges. Putain, c'est où ce truc? Donc, si je vous inviterai à muter vos micros hors intervention pour éviter toute interférence ou grésillement inopiné. Bonjour tout le monde. Bonjour, bienvenue. On Bonjour va Florian. encore bonjour. On va laisser une minute et le temps que
les derniers arrivent et on va commencer. Et pareil, si on a des nouveaux, n'hésitez pas à mettre votre entreprise dans le chat, qu'on puisse visualiser un petit peu tout le monde, comme le préconisait Nathalie. Et puis oui, le chat, hein, n'hésitez pas à vous en servir tout au long de la session pour des questions, des remarques, des alertes s'il y a un problème de fonctionnement ou autre. On prendra le temps de regarder en live et puis sur des moments dédiés. Bon, bah, écoutez, on peut y aller, je pense, hein. Eh ben, re-bienvenue à tout le monde. Ravi de vous retrouver pour cette première session GT de la rentrée. C'est une session bis, hein. On a décidé de refaire une session sur la thématique de la mesure d'impact biodiversité suite au succès de la première. Je vais- hop. Donc moi, c'est Florian Burel en charge des missions climat et biodiversité au sein du Pacte et je suis accompagné de mes collègues qui peuvent se présenter très brièvement. Bonjour, je suis Nathalie Pessel, la responsable du pôle programme. Ravie de vous voir. Et bonjour, Corentin Donne, chargé de mission eau, océan et forêt. Donc on va être ensemble aujourd'hui pour un peu plus de 2 heures. On a étendu le créneau pour ne pas être pressé par le temps. Juste un petit rappel sur la règle du Chatham House qui sous-tend la confidentialité des informations échangées. Donc ce sera plutôt sur la partie atelier, deuxième partie de la session. Pour l'instant, la partie plus descendante et informative est enregistrée, donc je vous en informe. C'est pour l'envoyer ensuite à ceux qui n'auraient pas pu être présents, mais on coupera l'enregistrement au moment de la partie plus participative. Donc, comme je disais, on va être ensemble aujourd'hui pour un petit peu plus de 2 heures. On va vous parler de mesures d'impact biodiversité. Donc, on va introduire un peu le sujet, comment il s'inscrit dans notre carcan d'événements et de sessions de GT. On aura un petit point calendrier et ensuite on a le plaisir d'accueillir donc Cyprien Ionescu, responsable capital naturel du WWF France, et Christopher Ranou, chargé de projet capital naturel du WWF France également, qui vont nous accompagner pour vous parler d'un outil de diagnostic biodiversité. Mais je laisse le suspense un petit peu tangible pour la partie idoine. Donc, merci à vous deux de votre présence. Je ne sais pas si vous êtes là, je ne vous vois plus, mais n'hésitez pas à dire bonjour. Donc, rapidement, voilà, c'est Nathalie qui va pouvoir vous expliquer comment on a installé cette session dans le cadre de notre programme environnement sur toute l'année. Donc, Nathalie, je te laisse la scène. Merci Florian. Et oui, avant de commencer, on souhaitait vous remettre un peu en perspective la manière dont cette session du groupe de travail enjeux environnementaux se situe. On a souhaité cette année, avec l'accompagnement donc d'un comité de pilotage composé de diverses entreprises membres du Pacte mondial, de différentes tailles, de différents secteurs d'activité, vous proposer un programme qui aborde à la fois les questions de mesure d'impact, mais également de gestion des risques. Tout ça dans l'idée de pouvoir ensuite explorer des pistes d'action. Et après un premier semestre qui en fait se termine, déborde un peu aujourd'hui sur la mesure d'impact, avec donc un fort accent sur les ressources, mais également la biodiversité, on va basculer à partir de fin septembre sur une séquence autour de l'adaptation au changement climatique, où là on va pouvoir, au gré de différentes sessions, aborder le sujet en d'abord se posant la question de comment diagnostiquer les risques, ensuite comment explorer des pistes d'action, et puis par la suite un partage de bonnes pratiques entre pairs, bonnes pratiques et défis rencontrés. Et puis on s'interroge encore un peu sur la nature et le contenu de la session finale. Donc à l'issue de cette session-ci, on appréciera aussi d'avoir un peu vos idées, vos retours, pour se dire voilà quelle thématique vous aurez envie d'aborder pour clore l'année ensemble. Merci. Et je te repasse la parole. Oui, merci Nathalie. On a d'ailleurs ajouté à notre questionnaire de satisfaction de fin de session un champ pour justement indiquer ces thématiques que vous préféreriez. Donc rapidement aussi pour continuer dans l'intégration de cette session et de sa thématique dans le cadre de notre agenda
GT, mais aussi de l'offre plus globale au sein du Pacte mondial Réseau France et de ce à quoi vous avez accès en tant qu'entreprise du Pacte mondial des Nations Unies dans sa globalité. On a juste relisté ici les, comment se retrouve la thématique biodiversité dans le cadre de notre offre. Donc, sous les quatre grands axes de participation que vous pouvez prendre quand vous êtes au Pacte mondial Réseau France. Donc, plus on est à gauche, plus ça va être autonomisant, et plus on est à droite, plus ça va être dans le groupe de travail, comme ce qui nous réunit aujourd'hui. Donc, découvrir et s'informer, apprendre, structurer une approche et interagir et agir. Vous avez différents fils à tirer pour progresser sur ce sujet biodiversité entreprise. Sur la partie découvrir, donc ça va plutôt être regarder ce que font les autres membres et vos pairs. Donc, on a toute une page sur notre site de bonnes pratiques, donc qui n'inclut pas seulement les bonnes pratiques liées à la biodiversité, mais surtout les sujets de la durabilité et des 10 principes du pacte mondial. Vous pouvez un petit peu regarder et fouiller pour vous inspirer sur ce que font vos pairs. Également, si vous avez déjà des choses actives chez vous, les indiquer et les rendre publiques sur ce site-là. Sur l'axe plutôt à prendre, il va être bien incarné grâce à notre outil, l'Académie du Pacte mondial. Probablement que beaucoup d'entre vous connaissent cet outil parce il héberge beaucoup de contenu de notre siège. On commence à mettre du contenu de notre part également. Il y a les accélérateurs qui sont hébergés sur cet outil que vous connaissez peut-être. Et plus génériquement, vous avez des vidéos et des cours sur la biodiversité. Donc c'est assez introductif, donc c'est bien pour mettre le pied à l'étrier et connaître un petit peu les grandes tendances, les grands textes. Mais il y a quand même un format de cours un peu plus précis qui est le format qui s'appelle Deep Dive. Et donc on l'a mis dans plutôt structurer une approche. Donc quand vous êtes un petit peu plus mature et que vous voulez aller plus loin. Donc il y a ce cours en Deep Dive également sur l'académie qui va parler de la TNFD et du SBTN, dont on va parler plus en détail grâce à VVF après. Mais voilà, pour mettre un peu la connaissance là-dedans, vous avez ces fils à tirer chez nous. On a un Think Lab aussi sur la biodiversité qui est un petit peu plus cloisonné parce faut candidater en début d'année et toutes les entreprises ne sont pas admises, mais on a vraiment un aspect international avec des entreprises d'autres pays. C'est vraiment porté par le pacte mondial au niveau monde. Donc c'est peut-être un petit peu moins fluide pour s'en saisir, mais sachez qu'il existe aussi, et que si vous avez des questions sur ça, on pourra vous renseigner avec plaisir. C'est plutôt orienté très grande entreprise, mais il y a aussi du contenu qui va sortir de ce lab et qu'on s'efforcera de rendre public en tous les cas et de diffuser au réseau. Ça, c'est la partie plutôt où vous êtes dans votre côté et vous récupérez ce qu'on vous propose. Mais sur l'axe interagir et agir, donc qui est un petit peu notre ADN, on propose également des moments pour parler de tout ça, donc, comme aujourd'hui. Donc, nous avons un groupe de travail environnementaux qui a déjà inclus 2 sessions sur cette thématique-là. On a déjà évoqué cette thématique par le passé, donc on a du contenu que vous pouvez consulter aussi sur votre intranet, avec des présentations précédentes de l'OFB par exemple. On a la session du mois de mai qui s'était passée il n'y a pas si longtemps que ça. On a l'axe JC4Med, donc je ne sais pas Corentin si tu veux juste en parler rapidement. Oui, alors sur la biodiversité, la session est déjà passée, mais on va peut-être faire une session plus outillage sur la biodiversité en dernier lieu. Mais on est encore en réflexion sur la dernière session. Ça. Oui, merci. Donc voilà, pas mal de fils à tirer. Et puis également sur la partie territorialisation de notre activité, vous devez savoir aussi qu'on a des cercles en région pour le côté plus local votre côté plus local et avoir des activités au sein de votre territoire. Le sujet a également été traité plusieurs fois sur la région. Donc là, on a les spécificités régionales, donc c'est encore plus intéressant, les activités et les actions qui sont portées par l'OFB au niveau local ou les acteurs biodiversité, autant tous ceux qui peuvent exister. Donc on peut aller beaucoup plus dans le précis et dans participer à des projets vraiment pour la biodiversité de votre territoire. Voilà, donc globalement, on commence à sortir un peu ce sujet-là sous nos différents axes. Donc si vous êtes intéressé par tous ces contenus, on pourra vous faire la liste plus en détail après. Là, on est passé un peu rapidement, mais n'hésitez pas à nous contacter pour qu'on vous donne les bons liens, les bons accès, etc.
Et tout ça n'a vocation qu'à grandir parce que le sujet est vraiment porté de plus en plus fortement par notre siège. Donc on va pouvoir dérouler des choses de manière plus forte. Et puis même nous, on est en train de regarder comment on pourra animer tout ça au sein du réseau français. Voilà ce que je voulais vous dire sur ça. Et du coup, bah, ça nous amène au cœur de la session, hein. On va parler de SBTN, qui est un des outils que vous pouvez utiliser pour, je vais pas en dire plus, mais je vais laisser la scène à Cyprien. Merci beaucoup Florian et bonjour à tous. Vraiment ravi de participer, de prendre part et d'intervenir à ce groupe de travail. Effectivement, je vous propose une petite session de environ une demi-heure pour parler un petit peu des différents cadres sur lesquels le WWF se mobilise sur les sujets économie-nature, vous expliquer un petit peu déjà pourquoi est-ce qu'on a choisi de prioriser en fait ces approches-là, comment elles se situent, on va dire, dans le panorama des approches qui existent pour la nature. Voilà les raisons de notre priorisation et puis la manière dont ils fonctionnent. Et ensuite, on aura un atelier plus participatif avec Christopher qu'on animera sur un outil en particulier. Est-ce que je peux projeter mes Je peux slides, prendre la Florian? main. Je vais Ouais, arrêter de mon super. côté. Normalement, tu as l'option Merci. pour le faire. Ouais, c'est bon. Et donc, normalement, si je me trompe pas, vous devriez commencer à voir mon écran. Non, pour l'instant, non. Non, toujours pas. Non. Ah, ça arrive, ça arrive. Si c'est bon? Ok. C'est bon. Est-ce que c'est même en plein écran? Là, faut juste, voilà, que tu appuies sur le. Ok, super. Ça va arriver. C'est bon? Parfait. Bon, on y est arrivé. Euh, On oui, donc reprend voilà, Cyprien. ouais, Excuse-moi, t'en prie. on voit Ah oui, le mode le présentation. support en forme de présentation Oh. Ah, l'autre partie. avec les diapositives suivantes qui s'affichent. Ah ouais. Euh, c'est mieux là? Ou ça n'a rien changé? Oui, c'est bon. Ouais, c'est bon, ok. Bon, ça va, je suis rassuré, je maîtrise à peu près. Non, parce que c'est pas évident justement de switcher de l'un à l'autre. J'ai tenté un truc plus ou moins au hasard. Voilà, bon, ravi d'animer cette première partie introductive. Donc sur les deux approches sur lesquelles on travaille en priorité, même si on s'intéresse à beaucoup d'autres choses hein, sur le sujet économie-nature. Et d'ailleurs, cette priorisation, elle est le fruit d'un long processus qui a commencé depuis plusieurs années. Et donc, ces deux approches, enfin pour être précis, c'est un cadre méthodologique qui est celui de SBTN, et puis un outil en particulier qui est le Biodiversity Risk Filter, qui s'inscrit en réalité quelque part dans le cadre SBTN. Je vais être un peu plus spécifique. Première partie peut-être d'introduction de l'introduction sur le panorama des cadres pour la nature qui existe aujourd'hui. Comme vous le savez sans doute, il y a vraiment une profusion d'approches, d'outils, de cadres méthodologiques sur les sujets entreprise nature. Donc c'est vous présentez ça et puis vous parlez plus spécifiquement de la manière dont SBTN en fait s'interface à l'intérieur de ce cadre. Je vous propose de pouvoir interagir avec vous à la fin de chaque petite sous-partie pour collecter des questions et puis pouvoir y répondre. Euh, alors ça c'est bon c'est la manière dont en général les acteurs présentent les cadres méthodologiques pour la nature. Là ça vient du site internet Medium, mais il y a beaucoup de présentations qui sont à peu près organisées selon on va dire ces deux critères, c'est-à-dire l'aspect volontaire ou obligatoire et les approches de transformation ou de reporting on va dire avec d'un côté, bah, du coup, dans la partie obligatoire, les régulations européennes, la CSRD avec les ESRS, la CSDDD. Voilà, il y aurait beaucoup de choses à dire en fait sur la manière dont ce cadre est organisé. C'est pas le nôtre, mais
C'est plutôt pour vous présenter, voilà, dans les grandes lignes et de manière un peu simpliste. On aime bien mettre les choses dans des cases, la manière dont ça s'organise. Typiquement, ici, entre CSDDD et CSRD, entre transparence et transformation, bon, voilà, les choses sont pas aussi, on va dire, catégoriques que ça. Et sur la partie de la même manière volontaire, on a, on va dire, la TNFD qui se situe plutôt dans la partie transparence aujourd'hui, à côté de la GRI, même si c'est pas tout à fait les mêmes approches. L'ISSB également qui se situe dans la partie volontaire, transparence, donc plutôt reporting. Et puis dans la partie transformation, les approches SBT, SBTI que vous connaissez bien, SBTN dont on va beaucoup parler aujourd'hui. Et puis, on va dire, toute une série d'approches volontaires qui vont de la certification à des initiatives comme One Person for the Planet. Donc ça, c'est vraiment très hétérogène, c'est très peu exhaustif hein, d'ailleurs sur cette slide. Bon, voilà, on pourrait rajouter beaucoup de choses dedans, les normes ISO, etc. Euh, Ce que je voulais dire par rapport à ça, c'est que bah, de la même manière que ici, dans la partie obligatoire, les choses sont pas aussi catégoriques. Dans la partie volontaire, de la même manière, les choses sont pas si catégoriques dans le sens où la TNFD, par exemple, est présentée souvent comme une approche de reporting, alors qu'en fait, il y a beaucoup de guides méthodologiques à l'intérieur qui permettent de structurer une approche transformative. Et de la même manière, SBTN est structuré sous forme de guide méthodologique pour la transformation, mais contient une partie reporting, divulgation qui est très bien structurée aussi et qui a sa propre logique. Donc voilà, les choses sont pas si figées que ça, mais ça permet quand même voilà d'avoir une idée quand même de la manière dont se structure un peu le panorama. Et puis, alors nous, on aime bien aussi une autre représentation, on va dire qui est plus focalisée sur l'approche transformative, qui est celle, bon, qui est du coup celle qui est proposée par SBTN. Elle n'est pas forcément très claire quand on l'observe comme ça. Je vais essayer de l'expliciter un petit peu, mais elle fait sens quand ouais, voilà, quand on rentre un petit peu plus dedans. C'est un peu le schéma logique et j'ai envie de dire chronologique des approches transformatives qui partent de, on va dire, de la source de la transformation, de ce qu'on a envie de faire, de la vision du monde qu'on a envie de porter, les objectifs sociétaux internationaux notamment, les fondations scientifiques, notamment en sciences, en sciences de l'environnement, et puis ensuite la manière dont on structure une approche transformative en partant de l'analyse des impacts, de l'évaluation des impacts, à la fixation d'objectifs, l'action et puis le reporting. Voilà. Et donc, pour chaque catégorie, en fait, pour chaque brique, en fait, hein, de construction de cette approche transformative, on retrouve différents outils. Ici, le GBF, l'IPBES notamment, voilà, SBTI pour le target setting, etc. Et en fait, la manière dont se situe SBTN dans, on va dire, ce schéma logique de transformation, en fait, il faut pas le voir comme étant situé ici. C'est ça que je trouve pas très clair sur le schéma, mais en fait, bon voilà, c'est si le nœud se situe ici, c'est qu'en fait, il représente toute la colonne vertébrale. C'est-à-dire que SBTN justement lie les racines, donc c'est-à-dire l'ancrage en fait de la transformation, à toute l'approche plus opérationnelle de transformation à proprement parler, c'est-à-dire l'évaluation des impacts, le target setting, l'implémentation de l'action et la disclosure. Et SBTN, en fait, c'est l'intégralité de tout ça, et donc c'est une manière aussi de, voilà, de consolider et d'interagir avec les différentes briques et les différents outils. Euh, voilà, et donc ça explique quelque part aussi la raison pour laquelle, après une analyse, on va dire, exhaustive de quasiment tous les outils en fait qui existent hein, sur les sujets économie nature, on va dire à partir de 2018-2019 au WWF France, on a élaboré nos priorisations, les outils, les approches sur lesquelles on allait se focaliser pour différentes raisons. Et au centre de tout ça se situe SBTN. Parce que, voilà, ça c'est les différentes raisons qui nous ont poussé à ça. C'est la seule approche aujourd'hui qui prend en compte les seuils écologiques dans les approches transformatives, je veux dire. Seuils écologiques qui sont évidemment indispensables à la résilience des écosystèmes et du coup, par conséquent, des organisations, étant donné que les organisations dépendent toutes du fonctionnement des écosystèmes. Et c'est aussi la prise en compte évidemment des meilleures connaissances scientifiques. C'est une intégration obligatoire
de l'ensemble de la chaîne de valeur dans l'approche. C'est aussi la prise en compte des pressions que les entreprises exercent sur la nature, mais aussi de l'état des milieux sur lesquels ces pressions s'exercent. Ça, c'est extrêmement important. On va le voir, c'est au cœur de la méthodologie SBTN. Et vraiment, ces deux aspects sont fondamentaux pour bien concevoir une approche pour la nature. Donc, ce qui conduit à une cartographie des impacts et à une priorisation, en fait, des zones géographiques de la chaîne de valeur qui sont prioritaires du point de vue de la nature. Mais c'est aussi le fait que SBTN constitue non pas un outil en tant que tel, mais une approche, un cadre méthodologique par étape et qui pour chaque étape va mobiliser les meilleurs outils disponibles. On va beaucoup parler aujourd'hui de la Risk Filter Suite, qui sont des outils VVF qui sont développés par nos collègues au niveau international et qui permettent de participer en fait à l'approche SBTN ou qui peuvent se suffire à eux-mêmes d'ailleurs pour d'autres utilisations. Mais donc voilà, ça fait partie des outils mobilisables dans le cadre de la mise en œuvre de SBTN, mais il y a beaucoup d'autres outils qui sont utilisés. Les outils de l'UICN, STAR et IBAT, l'empreinte biodiversité, dont on parle beaucoup aussi, type GBS par exemple, des outils comme de lutte contre la déforestation, etc. Tout ça est regroupé dans une toolbox. Voilà, c'est une autre raison. Et puis, autre chose qui nous semble absolument clé pour les approches pour la nature, c'est la traçabilité. L'incitation très forte de SBTN à utiliser ce qu'on appelle des données primaires, donc des données réelles en fait, notamment sur les pressions. Et puis autant que possible aussi sur l'état de la nature, même si c'est parfois un peu plus délicat. Voilà, donc de la traçabilité, incitation à la traçabilité, et puis un critère clé, évidemment absolument clé, peut-être l'un des plus importants, on va dire, si on a deux à retenir, c'est les seuils écologiques, les connaissances scientifiques et la vérification. La vérification et la validation par un tiers indépendant, ce qui fait vraiment la différence par rapport à beaucoup d'autres approches. Donc en fait, ça apporte la robustesse, la crédibilité à toute la démarche. Et puis le fait que pour finir, SBTN représente un peu la colonne vertébrale de beaucoup de cadres existants, notamment la CSRD. Donc le SBTN permet de répondre à environ 70% des data points qui existent aujourd'hui. Vous savez que la CSRD est en train d'évoluer. Mais bon, même dans les nouvelles moutures, ça permet de répondre à une grande majorité des points demandés par la CSRD. Et puis ça permet de constituer la colonne vertébrale aussi de ce qu'on appelle les plans de transition nature, qui sont un peu le volet biodiversité nature des plans de transition climat que vous devez mieux connaître. Voilà sur les raisons qui nous ont poussés à nous intéresser et à participer, enfin, et à du coup co-développer, participer au développement de SBTN et à promouvoir aussi son utilisation au sein du monde économique. Je- je- Là, c'est la partie où je passe à un focus sur le cadre méthodologique, vous expliquer un peu comment il fonctionne. Donc, si vous avez des questions sur la partie introductive, n'hésitez pas. Sinon j'enchaîne. Eh bien, très bien. Juste Je peut-être, compte. Ah oui, je vous en Cyprien, prie. si je peux me permettre. Je vous en prie, ouais. Oui, merci. Ouais, donc je voulais juste souligner, je trouve bien d'avoir mentionné le sujet, par exemple EUDR, donc le règlement contre la Mm. déforestation, qui était un sujet chaud du moment. Et j'ai plus apporté un témoignage. Comme vous le savez, ce règlement s'applique pour les plus grandes entreprises dès la fin de cette année, donc il reste un peu plus de 3 mois. Il y a beaucoup d'entreprises qui n'ont pas fait grand-chose, hein, il faut être lucide sur le sujet. Et tout à fait en ligne avec ce que vous avez mentionné, parce que moi, je rencontre beaucoup d'entreprises, des grandes et des petites sur ce sujet-là, qui peuvent apparaître quelquefois assez loin des enjeux nature quand on est importateur, distributeur de meubles ou quand on est imprimeur ou vendeur de produits de la papeterie. Mais le sujet EUDR, en fait, oblige ces entreprises à se poser des questions. On remonte à des questions d'exploitation forestière où on parle de traçabilité. Donc, on voit que la réglementation, alors même si elle n'est pas facile à mettre en œuvre, on le voit bien, oblige les entreprises à se pencher sur ces sujets-là. Et cette réglementation est quelque part la première opportunité pour certaines entreprises qui peuvent être au début assez loin du sujet de se pencher sur ces sujets-là. Voilà, je voulais juste apporter cette pierre-là. Non, mais merci Emmanuel, c'est très juste. Et effectivement, vous verrez, ça fait une très bonne transition aussi sur le cadre SBTN qui est aligné, qui s'est aligné. Nous, on l'a suivi depuis 2020 dans le développement de la méthodologie, notamment sur les aspects écosystèmes terrestres. Il y a toute une cible qui concerne
qui s'appelle Zéro conversion d'écosystème naturel et qui s'est beaucoup inspiré du cadre UDR et qui est très aligné avec le cadre UDR. Donc c'est effectivement une passerelle très intéressante et qui va dans les deux sens. C'est-à-dire qu'une entreprise qui s'engage dans SBTN, bah, du coup, ça lui permet de répondre à intégralement au règlement UIDR et de la même manière une entreprise qui s'est déjà engagée dans le UIDR, bah, du coup elle a déjà fait une bonne partie du travail pour travailler sur SBTN. Donc c'est merci pour l'intervention. Euh, alors SBTN, donc s'il n'y a pas d'autres questions, je poursuis. Euh, SBTN, donc simplement pour remonter un peu à la source de ce que c'est un réseau d'organisations expertes qui se sont mis ensemble pour développer des méthodologies pour aligner les entreprises sur les limites planétaires, pour le dire très rapidement, avec des partenaires fondateurs, donc 7 organisations fondatrices qui sont les mêmes que SBTI, auxquelles donc c'est-à-dire CDP, Global Compact, évidemment, le WRI, le WWF, auxquels se sont ajoutés Conservation internationale, le World Economic Forum, et voilà, et l'UNEP WCMC. Voilà. Et puis auxquels se sont greffés ensuite bah, plus d'une cinquantaine. Voilà. Aujourd'hui, on est à plus de 80 partenaires, donc c'est des bureaux d'études, des universités, euh, toute la toute la constellation des grandes ONG de préservation comme l'UICN, le CRS, le JEF, bref, voilà, vous voyez, le WCSD aussi également est est, est dans le consortium. Voilà, donc 80 organisations qui sont organisées en hub pour développer des méthodologies enfin pour développer ouais, des méthodologies de fixation d'objectifs alignés sur la science sur 3 grandes thématiques environnementales qui sont les écosystèmes terrestres, les écosystèmes aquatiques d'eau douce et les écosystèmes océaniques. Voilà, donc c'est vraiment ces trois sujets qui constituent aujourd'hui la priorité de SBTN. Il y a un quatrième hub qui est le hub biodiversité et qui finalement infuse en fait dans chacune, dans chaque hub thématique pour bah, du coup renforcer les aspects biodiversité pure, donc espèces quoi, à l'intérieur de ces méthodologies. Euh, voilà, alors très rapidement, qu'est-ce qu'on entend par la science quand on parle de SBTN? C'est principalement le respect de ce qu'on appelle les seuils écologiques, dont les limites planétaires font partie, évidemment, mais qui constituent, on va dire, la partie émergée de l'iceberg, celle dont on parle le plus, des seuils écologiques au niveau global, mais il y a aussi énormément de seuils écologiques, de connaissances sur les seuils écologiques qui existent au niveau local, au niveau des écosystèmes locaux, que ce soit sur les aspects d'eau douce par exemple, que ce soit voilà sur les aspects d'eutrophisation par exemple, c'est peut-être les seuils les plus connus. Et puis c'est également la volonté de s'aligner sur les grands cadres internationaux. Donc tous les grands cadres de toutes les conventions internationales qui portent sur l'environnement, donc sur la diversité biologique, sur le changement climatique, la désertification. Et puis c'est l'appui aussi sur, c'est pas mentionné sur la slide, mais sur le GIEC beaucoup, sur les connaissances du GIEC et du l'IPBES. Voilà. Et j'en arrive au processus, à l'approche vraiment au cadre méthodologique à proprement parler de SBTN. Ça tient en une slide et c'est 5 étapes SBTN. Une première étape qui consiste à évaluer les pressions enfin l'impact de l'entreprise sur la nature à l'échelle de sa chaîne de valeur. Il y a un peu 2 étapes comme on le verra. Il y a une étape plutôt sectorielle où l'entreprise va évaluer sans se focaliser sur son propre cas, mais plutôt au niveau de son secteur, quels sont les domaines prioritaires, les domaines environnementaux prioritaires à prendre en compte dans l'évaluation. Et puis ensuite, l'étape 1B, c'est celle de justement bah, de se focaliser plutôt sur son activité, de collecter ces données en termes de pression, de les coupler à l'état de la nature sur lesquels ces pressions s'exercent pour pouvoir en fait identifier à l'étape 2 les zones prioritaires pour la nature sur lesquelles l'entreprise va se focaliser dans un premier temps pour, donc sur ces géographies prioritaires, pouvoir passer à l'étape 3 qui est celle de la fixation des cibles. Donc ça va être des sites de production sur son périmètre de responsabilité directe, donc sur ses propres sites, mais ça peut être aussi à l'échelle de sa chaîne de valeur des zones géographiques de production de matières premières qui vont être prioritaires parce que de forte pression, des milieux déjà dégradés et sur lesquels il va falloir faire de la restauration.
Bon, ce sont des exemples, hein. Voilà. Mais donc des zones géographiques sur lesquelles ensuite l'entreprise à l'étape 3 va pouvoir fixer des cibles en collectant les données pertinentes, notamment sur l'état des écosystèmes au niveau beaucoup plus local. Voilà, pour pouvoir fixer des cibles. Et ensuite, bah, la partie, donc, on va dire que ces trois grandes parties sont déjà très bien avancées aujourd'hui. Vous voyez des technical guidance pour quasiment, enfin pour tout, pour l'intégralité en fait des sujets. Donc sur l'eau douce, les écosystèmes terrestres. Alors il y a aussi là sont aussi représentés les aspects climatiques. Voilà. Donc bon, c'est simplement une petite précision. Mais sinon sur les trois autres que j'ai mentionnés, on a des guidance sur l'étape 1, 2 et 3. Pour ensuite passer à l'étape 4 qui est celle de l'action. Une fois qu'on a fixé des cibles, il faut développer des plans d'action qui permettent d'atteindre ces cibles à court, moyen, long terme. Et l'étape 5 qui en fait infuse en fait dans chacune des quatre précédentes, qui est celle du suivi donc du processus MRV, monitoring, reporting, verification. Donc voilà, tout ce qui est surveillance, suivi des actions, reporting, disclosure, donc toute la partie divulgation des informations, et puis vérification. La vérification intervient par un tiers indépendant, intervient à chaque étape de la méthodologie. Voilà, donc ça c'est les 5 étapes. Je vais rentrer un tout petit peu plus dans les détails de chacune d'entre elles. Euh, En les survolant, on aura une phase aussi de réponse à vos questions. Je reviens sur l'étape 1A, qui est celle de la matérialité sectorielle, qui se fait en fait enfin un peu en deux parties, en se focalisant sur deux approches principales, que sont l'identification des activités les plus matérielles en utilisant un outil que je vais vous présenter tout à l'heure très rapidement. On va naviguer dedans, mais ça va être succinct, qui est la Materiality Screening Tool de SBTN, qui se base sur l'outil Encore que vous devez sans doute connaître, qui est peut-être la base de données la plus connue aujourd'hui, et qui permet en fait au niveau d'un secteur, juste en rentrant un code ISIC, d'identifier en fait les impacts prioritaires à prendre en compte au niveau de ce secteur. Voilà, donc c'est principalement ça qui est utilisé, plus ce qu'on appelle la High Impact Commodity List de SBTN. Donc c'est la liste des matières à prioriser. Donc c'est des matières à la fois des commodités agricoles, mais ça peut être aussi d'autres types de matières, type mining, qui sont identifiées et que l'entreprise va devoir absolument intégrer dans l'analyse si elle les utilise. Voilà. Et puis les espèces protégées aussi. Donc la liste rouge de l'UICN, les espèces CITES. De la même manière, lorsqu'elles sont présentes dans la chaîne de valeur, il faut absolument les prioriser. Donc l'étape 1A permet juste de faire un screening à grosse maille de ce qui va être important d'intégrer dans l'analyse. Et ça va permettre de passer à l'étape 1B. Donc l'étape 1A est relativement courte, l'étape 1B est plus conséquente. Elle consiste à croiser les pressions que l'entreprise exerce sur la nature. Donc ça, c'est les données de traçabilité essentiellement, qui peuvent être complétées par des données d'ACV, par des données aussi économiques, hein, mais SBTN préconise principalement des données de traçabilité et exige un certain niveau de traçabilité même pour pouvoir passer aux étapes suivantes. Euh, voilà, donc c'est des pressions en termes d'occupation des sols, en termes de prélèvement d'eau, de pollution de l'air, en termes de pollution de l'eau, etc., émissions de gaz à effet de serre, que l'entreprise ensuite, enfin, ou les experts qui travaillent pour l'entreprise vont croiser avec des données de sensibilité des milieux sur lesquels s'exercent ces pressions. Et il y a on va dire deux états de la nature. C'est un état de la nature qui est associé aux pressions à proprement parler, typiquement prélèvement d'eau. Il faut évaluer aussi le stress hydrique dans la zone en question, dans laquelle on prélève de l'eau. Et puis, on couple aussi ça à l'état de la biodiversité et de la santé des écosystèmes en tant que tel. On va s'intéresser à l'état des pressions et puis on va s'intéresser aussi vraiment à l'état de l'écosystème dans sa globalité pour voir comment il se porte. Et c'est la conjonction en fait de ces deux grandeurs qui va permettre, in fine, d'avoir une sorte de ranking en fait un classement des des commodités, des matières, des sites couplés à des géographies. Bon, voilà, c'est un exemple de résultat typiquement sur l'étape 1B. Ça, c'est la liste des commodités qu'une entreprise voilà, peut utiliser. Et puis, elles sont classées en fonction de la quantité utilisée et puis de la pollution des sols, enfin des différentes pressions qui sont calquées sur les pressions de l'IPBES et qui permet de voir qu'une commodité, par exemple, qui est finalement en faible quantité, peut avoir des impacts très importants.
Typiquement la commodité 4, ici on voit que bon, elle est plutôt, bon, plutôt la 3, disons, qui est en relativement faible quantité et qui peut avoir des impacts extrêmement importants. Voilà, ou la commodité 5 qui va avoir en fait beaucoup d'impact sur la pollution des sols. Et ça permet en fait, donc ça c'est pas un, c'est l'étape 1B, c'est pas l'étape 2 où on a vraiment le ranking total. Mais ça permet aussi, voilà, l'étape 1 d'avoir un classement aussi des sites de la même manière en fonction des différents impacts que l'entreprise a au niveau géographique. Et puis ça permet aussi d'avoir des cartographies de ce type-là. Donc ça c'est, on utilise ici, on a utilisé le Biodiversity Risk Filter. Je reviens pas dessus parce que pour le coup, on va passer 1 heure à l'explorer. Donc vous y verrez beaucoup plus clair sur la manière dont il fonctionne. Mais ça permet donc, in fine, j'ai pas de slide sur l'étape 2. Ça permet d'avoir un classement définitif final de l'intégralité des segments de la chaîne de valeur et de la priorisation à apporter. Donc typiquement, on va avoir la liste des 10 bassins versants prioritaires pour l'entreprise sur lesquels l'entreprise va devoir se fixer des seuils en termes de qualité et de quantité d'eau. Voilà, pour pouvoir ensuite justement passer à l'étape 3, une fois qu'on a ces géographies prioritaires, on va pouvoir fixer des cibles scientifiques. Donc notamment sur l'eau douce, là je vous ai mis des exemples de targets avec des exemples un peu plus concrets à partir des premières entreprises qui ont développé des cibles. Donc ça va beaucoup être Kering. Il y a eu un, il y a eu un groupe précurseur qui a testé ces méthodologies de fixation d'objectifs entre 2023 et 2024. Donc Kering faisait partie, enfin les Français étaient très bien représentés. Il y avait 17 entreprises, il y en avait 6 françaises, dont Kering, dont beaucoup d'autres, hein. Il y avait Bell, Carrefour, LVMH, l'Occitane, etc. Euh, voilà, donc l'entreprise donc par bassin versant va devoir se fixer des objectifs et va devoir les divulguer publiquement de réduction de temps de mètres cubes d'eau par an dans tel bassin. De la même manière, sur la qualité de l'eau, l'entreprise s'engage à réduire ses apports en nutriments, en azote et en phosphore, par exemple, de telle quantité par an d'ici la date butoir X. Voilà, donc c'est une approche par bassin versant qui ressemble un peu à SBTI, mais qui est localisée en fait sur l'eau. Ça ressemble très fortement à SBTI, l'approche méthodologique, et elle permet voilà de fixer ce type de target. Sur les écosystèmes terrestres, on a 3 types de targets différentes qui sont celles dont je parlais tout à l'heure. Zéro conversion d'écosystèmes naturels, donc l'entreprise s'engage non seulement à garantir zéro déforestation sur sa chaîne de valeur, mais aussi zéro conversion d'autres types d'écosystèmes naturels, comme les prairies naturelles par exemple. Une autre target qui est celle de la réduction de l'empreinte au sol de l'entreprise. Donc l'entreprise s'engage à réduire les espaces occupés par son activité à l'échelle de sa chaîne de valeur. Voilà, dans le temps. Il y a certains secteurs qui sont dispensés de ce type de target, mais la plupart le sont. Typiquement, tous les secteurs qui ont un amont agricole doivent avoir une target de réduction de l'emprise au sol. Euh, et puis enfin, on a la troisième target qui est celle de l'engagement au niveau territorial, au niveau des paysages, et le landscape engagement, comme les qualifie SBTN. Il s'agit sur des géographies prioritaires, de développer des approches collaboratives à l'échelle territoriale, non seulement à l'échelle du site, par exemple, en question, du site de l'entreprise, mais aussi dans une perspective de pouvoir restaurer ou mieux gérer l'écosystème dans lequel s'inscrit ce site. Voilà, ça c'est les 3 cibles sur les écosystèmes terrestres. Sachez qu'il y a la méthodologie est en train d'évoluer. Il y a une version pour consultation qui va permettre de faire des petits ajouts aussi, des petites modifications dans la guidance. La consultation est terminée, mais donc il va y avoir une V2 qui va sortir dans pas longtemps. Et puis on a enfin, je vais passer très vite dessus parce que ça concerne que très peu d'entreprises, à ce stade en tout cas, un focus sur la fixation de cibles au niveau des océans. 3 targets qui concernent principalement la pêche et l'aquaculture, réduire la surexploitation des espèces capturées. Donc voilà, c'est toute la partie pêcherie. La deuxième target, c'est la préservation, la protection des habitats structurels type mangroves, récifs coralliens, euh, herbiers de Posidonie par exemple, etc. Et puis la target 3 qui consiste à réduire les captures, donc les espèces sauvages capturées, les captures accidentelles.
Voilà, ça ce sont des exemples de, et puis vous avez les exemples, vous aurez les slides évidemment, donc vous pourrez regarder un petit peu plus en détail les exemples si ça vous intéresse. Bah voilà, en fait, j'en ai fini avec les méthodologies. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je sais pas où je me situe, je vois pas le temps passer. Donc, Christopher, je te laisse aussi me dire Ouais, ouais, comment on il est se neuf heures situe. quarante-trois donc non, non, ça va, t'inquiète pas. Ça Ça va. va? Ok, super. Si vous avez des questions, c'est le moment sur la méthodologie. Je suis passé forcément un petit peu vite parce qu'il faut nous laisser du temps sur le Biodiversity Risk Filter, mais preneurs, enfin, n'hésitez pas en tout cas. Moi, j'avais En général, peut-être Vas-y, je t'en prie. peut-être pour savoir un petit peu, donc je comprends que c'est une méthode qui a été testée il n'y a pas si longtemps, donc on commence à l'ouvrir à tout le monde, si j'ai bien compris. Comment ça se traduit en termes pour l'instant d'utilisation? Est-ce qu'il y a une majorité de grandes boîtes qui ont fait la version bêta test, ou on a des PME qui commencent à s'intéresser aussi? Est-ce que tu as une visibilité sur ça ou... Ouais. Alors effectivement, historiquement, c'est plutôt les grands groupes qui se sont intéressés à la méthodologie. Dans les 17 entreprises qui ont fait partie du groupe test en 2023, il y avait, je dirais, quasi exclusivement des grands groupes, mais il faut noter qu'il y avait aussi des filiales de grands groupes. Typiquement, il y avait Alpro, par Ouais, exemple, qui est une filiale de Danone, qui est une petite filiale de Danone qui en fait, si on l'isole, est plutôt une grosse PME, ok. peut-être une ETI. Alors, j'ai pas les chiffres en tête, mais on a travaillé avec eux, mais j'ai plus les chiffres en tête, mais c'est 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 pas une grande entreprise en tout cas, hein, clairement. Et puis on avait Bell par exemple, qui est c'est pas un mastodonte. Enfin, disons qu'entre Bell et Carrefour, par exemple, il y a quand même un écart assez important. Et en fait, donc voilà, je dirais historiquement, et les premières entreprises à avoir fixé et divulgué publiquement leur target, c'est plutôt les grands groupes, mais on voit, nous, dans notre pratique et dans nos discussions, que beaucoup de plus petits acteurs s'y intéressent, commencent à le mettre en œuvre, et c'est tout à fait accessible à des plus petits acteurs. Alors, peut-être pas à des TPE, mais à des grosses PME ou Non. des ETI, c'est totalement faisable parce qu'en fait, bah, plus l'entreprise est restreinte, plus en général, c'est valable pour moi dans tous les cas, plus sa chaîne, enfin plus son activité, enfin moins son activité est complexe, plus sa chaîne de valeur est restreinte, donc plus les analyses sont faciles à faire, moins ça prend de temps, moins ça prend de ressources. Voilà, il faut juste avoir l'incitation à le faire. Disons que les grands groupes ont plus d'incitation ou plus de pression à s'approprier ce type de méthodologie, on va dire relativement exigeante par rapport à la nature. Je dirais qu'aujourd'hui, les plus petits acteurs qui n'ont pas forcément de pression des parties prenantes ou d'incitation de la part d'autres acteurs, elles le font quand elles ont, on va dire, un ADN assez prononcé sur les sujets environnementaux. Voilà, c'est un peu mon analyse. Je vous en prie, Emmanuel. Ouais. Oui, merci. Une question, Cyprien. Donc, on fait nécessairement le parallèle avec SBTI, bien sûr, hein, quand on parle de SBTN. Donc, sur SBTI, les entreprises font parfois la démarche de faire, enfin, de postuler pour faire valider leur trajectoire SBTI par le SBTI. Alors, quelquefois, elles demandent de l'aide d'ailleurs parce que c'est pas évident. Comment se positionne le SBTN par rapport à ce process qu'a mis en place le SBTI? Alors, SBTN, en fait, ils produisent des guides méthodologiques. Ils sont organisés en hub et ils produisent la méthodologie. Ils font la promotion de la méthodologie, ils la présentent, ils organisent, il y a un Corporate Engagement Programme qui permet de fédérer les entreprises au niveau international qui travaillent sur SBTN. Voilà, donc ils apportent de la ressource, ils facilitent les choses, mais c'est pas les vérificateurs. Ils ont créé un organisme de vérification indépendant euh, dont je- dont j'ai Accountability oublié. Accelerator. Ah, merci, Accountability Accelerator. Ça s'invente pas. Voilà, qui a vocation donc à récolter en fait les engagements des entreprises. Donc il y a des templates en fait qui sont fournis aux entreprises que les entreprises doivent compléter sur chaque partie pour ensuite les soumettre à cet organisme de validation qui ensuite pose des questions voilà pour valider. Donc c'est deux structures complètement indépendantes euh, et donc les entreprises, en fait, elles ont toute la liberté de s'organiser pour, un peu comme SBTI, pour fixer, Hmm. enfin pour réaliser les études, fixer leurs targets,
avec des experts parfois en interne. Il y a des entreprises qui font ça en interne, celles qui ont des grosses équipes d'ingénierie ou de R&D, le font en interne. Voilà. Et ensuite, elles postulent. Enfin, elles le soumettent Ok, bah, quand il y a des merci outils pour la accélérateurs. réponse. Et alors, j'ai pas bien compris le nom de la structure indépendante, mais peut-être que la personne qui a répondu peut le mettre dans le chat, et puis comme ça, on mange pas Ouais, le temps. Christopher, pas de problème. Ouais, je Merci. m'occupe. Accountability Accelerator. Et si tu peux mettre aussi peut-être C'est il doit y fait. avoir un lien, Ouais, Christopher. Ouais, j'ai mis, super. j'ai mis, ouais. Merveilleux. Merci. Merci. On avait une question aussi Euh, sur le DIAC, j'imagine que c'était le merci. DIAC biodiv de la BPI et de l'OFB. Ouais. Je crois que c'est ça que vous avez voulu dire, hein. Oui. Est-ce qu'il se base sur SBTN? Alors, non, pas directement. Alors, le DIAC biodiversité, on le connaît assez bien. On a pas mal discuté. On collabore beaucoup avec l'OFB. On a beaucoup discuté aussi avec la BPI dans la construction de cet outil. C'est un outil qui est plus rudimentaire, on va dire, qui va pas aussi loin, qui pourrait s'apparenter plutôt à des approches. Alors, je sais pas à quoi les comparer, mais euh, non, c'était pas une bonne comparaison que j'allais faire. Mais c'est vraiment un outil enfin, pour les premiers pas par rapport à la biodiversité, beaucoup plus simple, qui permet d'identifier à grosse maille ses impacts, ses dépendances, pour pouvoir ensuite. C'est à peu près le même schéma, mais avec un niveau d'exigence qui est clairement pas du tout au même niveau, quoi, en termes de traçabilité, en termes même d'information, en termes de pression, creusement état de la nature, etc. Et puis la fixation de cible est pas du tout la même non plus. Voilà, disons que le Diag BPI, pour le coup, il est vraiment dédié aux PME, aux PME pures, on va dire, hein, pas aux ETI. Et il est assez intéressant. Nous, on le préconise vraiment pour les PME. On l'a étudié dans le cadre de notre club EPP, donc Entreprendre pour la planète, notre club de PME, euh, pour justement pour l'exposer, comprendre un petit peu la manière dont il fonctionne, et puis exposer aussi le fait que aujourd'hui, alors vous devez le savoir, hein, la BPI et l'OFB font un accompagnement et subventionnent un petit peu la mise en œuvre du DIAG auprès d'un certain nombre d'entreprises, donc n'hésitez pas à vous rapprocher d'eux. Oui, je vois que Lisa McAllister aussi souhaite poser une question. Je vous en prie. Oui, bonjour, merci pour la présentation, je le trouvais super intéressant. Donc, petite école avec 4 sites en France, donc PME, hein. Donc, je voulais juste voir comment adapter la méthodologie pour notre structure. Et j'ai des questions plutôt par rapport à le upstream activities. Je vois dans les exemples que vous avez cités là, qui sont super intéressants, ils sont vraiment dans leur impact direct. Et dans notre organisation, on peut avoir plusieurs avec un impact direct qui sont assez clairs, mais je m'interroge, où est-ce que vous avez un peu plus des informations sur le upstream activities et comment on peut avoir une influence ou fixer des objectifs par rapport à cette activité? Mhm. Oui, alors, c'est à la fois vrai typiquement sur Kering, sur le bassin de l'Arnaud. Je me demande, je sais plus si Christopher citait l'information, je sais plus si c'est leur périmètre direct ou une zone de. Je crois que c'est sur la production. Je crois que c'est les tanneries en fait qui sont dans ce bassin versant. Bon, bref, peu importe. Là, Donc j'ai sur un l'eau, doute. J'avoue, je sais pas. c'est peut-être le cas. Bon, on travaille pas avec Kering, donc je peux pas. C'est juste que ça a été la première entreprise française à avoir publié sa target, donc c'était intéressant de la mettre. Mais typiquement, les targets sur les écosystèmes terrestres, elles ne concernent pas que l'entreprise à l'échelle de ses sites. Typiquement, sur le zéro conversion, c'est pour l'intégralité de sa chaîne de valeur et surtout pour le upstream pour le coup. Ça concerne Kering, mais toutes les entreprises qui ont un fort amont agricole, de la même manière, le zéro conversion, il concerne la chaîne de valeur. Et sur la réduction de l'empreinte au sol, pareil, c'est à l'échelle du groupe, c'est à l'échelle, pardon, de la chaîne de valeur, de la même manière. Non seulement le groupe en tant que tel, mais aussi ses fournisseurs. Donc ça nécessite d'avoir un travail aussi avec ses fournisseurs pour transformer aussi leur activité. Donc ça, c'est sur les écosystèmes terrestres. Sur les écosystèmes aquatiques d'eau douce, donc il faut avoir une priorisation à la fois sur ces sites d'entreprise, mais aussi sur sa chaîne de valeur. Et donc pouvoir, typiquement pour une entreprise du secteur laitier, pouvoir travailler avec ses agriculteurs pour fixer des cibles avec eux, les accompagner dans la réduction.
Donc notamment des prélèvements d'eau, mais aussi sur la partie qualité, de réduire aussi les effluents, par exemple les émanations d'azote et de phosphore. Donc en fait, c'est un travail qui doit être fait de manière conjointe avec les fournisseurs sur les géographies prioritaires. Christopher, si tu veux. Ouais, Non, mais j'en profite, j'ai vérifié du coup, et c'est bien les tanneries de Kering qui se situent en ouais. Toscane. Donc c'est bien en upstream. Donc c'est pas leur propre tannerie, d'accord, c'est Non. celle de leur fournisseur. Ouais, Ouais. ok. Ok, merci. Je vois plus clairement, certainement pour les grosses structures, et effectivement, c'est le fournisseur. Pour une petite structure, pour la nôtre, c'est vraiment Ouais. cet impact. Et je me demande pour les petites structures, est-ce que vous avez des exemples de bonnes pratiques ou des outils par rapport à cette méthodologie de faire dans la première partie analyse l'impact sur tout, quand on parle de toutes les chaînes de l'activité, on est bien sur l'impact de le fournisseur pour la partie achat, pour la petite structure. Mm, mm. Oui, alors on n'a pas développé de SBTN Lite pour les petites structures. On n'a pas vocation à le faire. On est plutôt à préconiser d'autres types d'approches. Lorsque c'est vraiment pas adapté à l'entreprise, on va plutôt préconiser des approches type DIAC biodiversité, où bah, on va le voir, on va passer beaucoup de temps à parler du Biodiversity Risk Filter. C'est un outil qui peut être utilisé dans le cadre de SBTN, mais qui peut être utilisé indépendamment aussi, et qui permet de prioriser, d'avoir d'avoir une bonne idée de ces zones géographiques prioritaires sur lesquelles l'entreprise va pouvoir développer des plans d'action, fixer des objectifs, etc. Donc je pense que la partie atelier va vous intéresser parce que c'est un outil qui est facile à prendre en main, qui nécessite pas énormément de données non plus et qui peut être vraiment un premier pas et qui permet de structurer en fait une approche nature pour les petites structures qui peut être très pertinente. Voilà, donc adapter la méthodologie, on peut s'en inspirer. Hein, ça a été, je pense que beaucoup d'acteurs ont hésité à développer une approche SBTN euh, plus restreinte, on va dire moins complexe. En fait, voilà, il y a d'autres approches qui existent et qui permettent de bien répondre aux besoins aussi. Donc, je vous propose d'en rediscuter au moment de l'atelier. Ok, merci. Et peut-être, C'est pas de... Cyprien, Ouais, j'ajoute vas-y, je juste t'en prie. un point pour les PME. On a aussi un club entreprise Entreprendre pour la planète, pardon. Et il y a 3 livrables qui sont disponibles publiquement aussi pour Hmm. accompagner ces acteurs-là à délivrer une stratégie sur l'eau douce, sur le carbone ou même sur la biodiversité, qui sont disponibles et je peux les mettre dans Ouais, le bah tu peux les chat. mettre Je dans vais le aller lien, les ouais. chercher, ouais. Merci. Arnaud, je vous en prie. Oui, bonjour. Bonjour. Ouais, j'avais une question aussi. Effectivement, on voit, alors je représente Nood, donc on est une entreprise de services dans le bâtiment, et on voit que dans notre domaine, de plus en plus de gens s'intéressent, parce qu'il y a des enjeux de reporting, de fonds aussi, à des démarches comme le SBTN. Pour autant, ça reste aussi des groupes qui n'ont pas forcément autant de moyens que Kering. Et un des premiers freins, pour le coup, quand on regarde des méthodologies, c'est les besoins en outils et en bases de données, notamment. Le fait que ce soit hétérogène, le fait que quand on veut, par exemple, accéder à la base IBAT, c'est tout de suite des gros frais pour les privés. Et, et je pense que, effectivement, la multiplication d'outils et les coûts, déjà, les démarches sont coûteuses mentalement, on va pas se le cacher. Le coût et la multiplication des outils, ça reste un énorme frein. Est-ce que c'est des choses que vous avez identifiées? Comment faire? Je pense par exemple au bassin versant sur l'eau. C'est un calvaire, hein. Moi, je sais pas comment les identifier facilement et c'est des complexités qu'on a très rapidement. Oui, alors c'est sûr que ça relève d'une certaine complexité. C'est des études qui peuvent prendre un peu de temps aussi. Après, ça prend d'autant moins de temps que je le disais tout à l'heure que les chaînes de valeur sont courtes, simples. Donc ça réduit souvent parfois cette complexité. Et puis en fait, alors c'est à la fois une complexité qui est indispensable si on veut prendre réellement en compte les sujets de nature. Ça, c'est notre conviction profonde. Et c'est aussi la responsabilité des entreprises de se donner les moyens
de bien prendre en compte leur impact sur la nature, de bien gérer les écosystèmes dans lesquels elles exercent et dont elles dépendent, si elles ont envie de maintenir une forme de fonctionnement, de résilience économique. Je parle uniquement de résilience économique sur du moyen terme, ne serait-ce que du moyen terme. Donc en fait, c'est indispensable, pas uniquement pour la nature en tant que telle, c'est indispensable pour leur activité, pour le tissu économique. Et après, je trouve que en fait, ces approches, elles sont bien dimensionnées par rapport au public cible, par rapport aux grandes entreprises, aux grandes ETI qui s'intéressent à ces sujets. Euh, on a travaillé avec beaucoup d'entreprises, là aujourd'hui, peut-être une quinzaine depuis, au moins une quinzaine depuis 2020 au niveau uniquement VVF, hein. Après, il y a beaucoup de consultants aussi qui travaillent par ailleurs, beaucoup d'entreprises qui s'engagent sans faire partie de nos partenaires. Euh, et ça demande de l'investissement, mais ça n'a jamais été un frein au point que l'entreprise renonce à le faire. Euh, euh, donc c'est pas aujourd'hui. Bah, je vais vous parler du Lab Transition Nature. Là, c'est la coalition qu'on est en train de monter avec l'OFB et SBTN pour fédérer en fait les entreprises françaises qui s'engagent dans SBTN. Et on voit que ça remporte un franc succès. Donc, je ne crois pas que ce soit en décalage par rapport à la manière dont les entreprises ont l'habitude de fonctionner sur les sujets environnementaux. Ça me semble être tout à fait, enfin voilà, c'est exigeant, mais pas au point de réduire leur engagement. Alors, je rebondis juste, hein, Cyprien, Mm. parce que justement, j'ai la casquette un peu expert et un écosystème derrière, potentiellement. Donc, derrière nous, tu as les entreprises de l'AFM. Ça représente tout de suite 80 entreprises, hein, qui ont des impacts forts. Et c'est des leviers monstrueux pour la nature. Euh, pour autant, aujourd'hui, le coût et la complexité, hein, pour essayer de les convaincre, hein, au quotidien, c'est un peu le revers de la médaille, mais de plein de gens qui essayent de pousser des engagements aussi forts. Aujourd'hui, on a quand même une certaine peur quand on présente les choses, parce que ne serait-ce que la CSRD, ça fait peur encore aussi à beaucoup d'entreprises, parce que on est sur des sujets qui sont très loin de leur domaine d'activité stratégique. Et donc, je pense que justement, simplifier les choses, permettre aussi un des gros problèmes qu'on a au quotidien sur toutes ces démarches. Une fois que les analyses ont été faites, on est tous conscients des risques de transition, on est tous conscients de la question de la décote brune, à la fois du business, des sites, c'est-à-dire si on fait rien, tout perd de la valeur parce qu'on en détruit progressivement. Euh, pour autant, si on n'arrive pas à, à redonner le sujet, donc l'empowerment, aux gens qui font le business, donc c'est-à-dire transformer le travail en une compétence, en une connaissance et en une valeur qui peut être réutilisée par les métiers, c'est-à-dire faire autrement le commerce, faire autrement une activité. Quelque part, on n'a pas respecté le deal vis-à-vis des entreprises parce que ça devient un travail hors sol qui est dans les mains de quelques experts dans l'entreprise. Euh, oui, très honnêtement, enfin, on n'a pas rencontré de difficultés typiquement sur le secteur de la construction. Alors, historiquement, c'est pas les premiers à s'être appropriés ce type de méthodologie. Les premiers, c'est clairement les entreprises qui ont un amont agricole fort, le secteur de l'agroalimentaire, le secteur de la cosmétique, le secteur du textile, etc. Parce que sont en général les entreprises qui ont été les plus proactives sur les sujets nature, c'est celles qui ont un lien des impacts et un lien, une dépendance directe aux écosystèmes. Mais on voit aujourd'hui, depuis, je pense, 1 ou 2 ans, des nouveaux secteurs arriver, et notamment celui de la construction. Nous, on travaille avec des acteurs de la construction au quotidien et ils font partie des acteurs les plus motivés sur ces sujets-là, sans que ce soit. Alors, on travaille avec QRW par exemple, extrêmement avancé sur les sujets SBTN. Il y a d'autres acteurs de la construction qui sont en train de s'y engager. Donc, c'est peut-être aussi une manière de présenter les choses. Je pense qu'il faut pas non plus avoir peur de ce type d'approche. C'est pas si complexe que ça, hein. Les études sur les étapes 1, 2 et 3 sur certaines entreprises, ça peut prendre 6 mois. 6 mois, les coûts ont fortement baissé aussi. Les premières entreprises qui ont
qui ont, on va dire, essuyé les plâtres en 2020-2021, elles ont permis aussi de faire grandement baisser les coûts. Aujourd'hui, il y a quand même une diversité d'acteurs de l'expertise qui se positionnent et donc une concurrence qui s'est établie aussi dans les bureaux d'études, dans les cabinets de conseil, qui font que les prix ont quasiment été divisés par deux. Nous, on l'a vu en 5 ans. Donc, c'est pas, et puis, c'est une question évidemment d'incitation et de pression. Donc, il faut avoir des incitations par rapport évidemment à la réduction des risques physiques, mais aussi il faut aussi maximiser les opportunités réputationnelles qui sont autour de ça. C'est évident qu'il faut quelque part voilà avoir un maximum d'incitation entre pression et on va dire incitation plutôt opportunité. Et ça, c'est aussi notre, quelque part, notre rôle, hein. C'est ce qu'on essaie de faire. Euh, il faut que ça devienne on va dire, le new normal, exactement comme SBTI a été, a commencé par quelques dizaines d'entreprises et ensuite a permis de passer, enfin, est passé à l'échelle dans le monde économique. On a la conviction aujourd'hui qu'on est dans cette phase vraiment de transition entre quelques dizaines d'entreprises engagées, les plus proactifs, les pionniers, et puis la massification. Et cette massification, on avait très peur hein, quand on a lancé le Lab Transition Nature, c'était en pleine crise de la CSRD, on va dire du recul, du backlash environnemental, voilà, pour reprendre un bel anglicisme. Et pourtant, on a énormément, enfin, on a plus d'engagement des entreprises que prévu dans le Lab Transition Nature. Donc, je pense vraiment que que ça fait partie en fait des messages qui sont véhiculés parfois, mais que ça correspond pas et de moins en moins à la réalité de ce que les entreprises vivent. Mais je serais ravi d'en discuter de manière plus approfondie, peut-être en bilatéral, et vous aider éventuellement aussi à convaincre les acteurs. Avec Il faut que plaisir. il faut que j'avance, mais on peut, enfin, n'hésitez pas à revenir vers moi. On vous transmettra nos mails aussi, on pourra en discuter, Arnaud. Euh, Ok, très rapidement, le Lab Transition Nature. Donc, je l'ai un peu introduit tout à l'heure. Une nouvelle initiative portée par le WWF, l'OSB, en partenariat avec Isbitienne, qui vise à coaliser l'ensemble des entreprises françaises qui veulent s'engager, voilà, dans une transformation compatible avec les limites planétaires. Et pour le dire plus rapidement, qui veulent s'engager dans SBTN. C'est une coalition pour faciliter les projets, pas pour faire le travail technique de calcul des cibles, enfin d'évaluation des impacts, de fixation des cibles, mais plutôt pour faciliter les projets, pour favoriser l'échange entre pairs, etc. Euh, Faire le lien avec les pouvoirs publics, l'accès aux données, faire le lien avec les équipes techniques de SBTN, faire remonter un certain nombre de préoccupations aussi dans des entreprises, typiquement auprès des développeurs. Euh, Pourquoi est-ce que l'OFB s'est mobilisé dans le cadre du lab? C'est parce qu'on s'intéresse à la fois à SBTN et puis au dispositif Entreprises engagées pour la nature. Pour le dire très rapidement, en gros, le format de entreprise engagée pour la nature va changer à partir de 2025-2026. Et il va y avoir différents cadres d'engagement adaptés à la taille de l'entreprise. Et pour les grandes entreprises, elles vont devoir passer par des initiatives passerelles que l'OFB juge suffisamment exigeantes, robustes et aujourd'hui, c'est principalement SBTN qui est identifié. Donc à terme, donc je parle pas des entreprises qui sont déjà reconnues entreprises engagées pour la nature, mais pour les nouvelles et même pour celles qui sont engagées à terme, il faudra qu'elles passent par ces dispositifs passerelles qui sont aujourd'hui bien représentés par SBTN, par Acte Biodiversité aussi, mais étant donné que la méthodologie n'est pas finalisée aujourd'hui, la seule approche opérationnelle, c'est SBTN. Voilà, et donc le lab, c'est des ateliers stratégiques collaboratifs. Le prochain aura lieu la semaine prochaine dans les locaux du Global Compact. On vous remercie encore, l'équipe du Global Compact, pour nous accueillir pour ces ateliers. Donc, c'est des ateliers organisés sur une demi-journée qui portent sur des sujets en particulier et qui permettent le retour d'expérience, l'intervention d'experts, à terme la co-construction de projets innovants. Et puis, c'est des ateliers qui peuvent être complétés par des séances, par des webinaires en ligne pour poursuivre les travaux. On a aussi des visites de terrain qui sont organisées. La prochaine aura lieu donc dans un mois sur un site industriel de tri de déchets dangereux, notamment. Voilà, pour comprendre un petit peu le fonctionnement du site, la target SBTN qui a été mise en place sur ce site, comment est-ce que ça s'intègre dans la stratégie plus globale de l'entreprise, etc. Et puis, c'est aussi de l'apport d'informations auprès des membres, des newsletters, des webinaires d'information
Et puis c'est au moins un événement par an de voilà pour avec une publication associée pour partager au public le plus large les avancées des membres du lab, les nouvelles targets, la mise en place des plans d'action, etc. Donc c'est à la fois offrir de la visibilité, avoir des échanges entre pairs, entre entreprises, par rapport à ce qui fonctionne bien, par rapport aux difficultés. Et c'est aussi, j'insiste un peu là-dessus, un lien direct avec SVTN pour permettre aussi de faire remonter, bah, de la même manière, ce qui fonctionne bien, quelles sont les difficultés aussi rencontrées pour permettre de rendre les méthodologies les plus fluides possibles, les plus opérationnelles. C'est vraiment la grande préoccupation de SVTN de favoriser le déploiement et la fixation de cibles. Voilà pour le lab. Et puis, alors je sais pas si on a le temps, dis-moi Christopher, si on a le temps pour un rapide tour d'horizon de la Materiality Screening Tool. Je sais que tu vas le montrer en 3-4 minutes, donc ça le fait, mais pas plus, Ok, si, idéalement. ouais, ça marche. Très bien. Alors attendez, je vais arrêter mon partage si j'y arrive. Voilà. Et je vais passer donc, je vais directement aller sur. Ah si, voilà. Donc là, normalement, vous devriez voir ma fenêtre de navigateur web. C'est bon, ouais. Ok. Donc là, j'ai juste cliqué sur le lien que je vous mettais tout à l'heure, que vous aurez dans les slides, qui renvoie directement à cet outil SBTN qui s'appelle la Materiality Screening Tool, qui est le premier outil utilisé par l'entreprise lorsqu'elle s'engage dans SBTN pour identifier ses, ses pressions, ses domaines environnementaux, on va dire, les plus matériels. C'est organisé par pression sur les 5 grandes pressions de l'IPBES. Ça, c'est la première page sur laquelle on intervient. Donc, c'est un outil, on va dire, l'interface est relativement basique, mais il est assez intuitif. On se repère très facilement. Donc, ça, c'est, on va dire, tout le narratif autour de l'outil, avec aussi, si vous voulez aller plus loin sur la manière dont il a été construit, toute la partie méthodologie. Voilà. Et puis, la manière dont il fonctionne. Les deux onglets les plus intéressants, c'est ceux-là. Donc ici, donc c'est pour analyser ces impacts, ces pressions les plus matérielles au niveau de ces opérations directes. Et ici, c'est l'onglet qui va permettre d'avoir une vue plutôt à l'échelle de la chaîne de valeur. Je vais commencer par cet onglet-là, donc sur les opérations directes. Ça fonctionne par code ISIC. Donc l'idéal, en fait, c'est que l'entreprise arrive avec déjà, qu'elle ait déjà fait le travail d'identification de ses activités sous forme de code ISIC. Donc on recommande voilà de prendre la liste des codes et d'identifier ceux qui sont les plus pertinents pour votre entreprise et de les rentrer ici. Donc je sais pas typiquement construction. On parlait de construction tout à l'heure, construction of buildings. On rentre ce code-là et puis ensuite ici on a les différents sous-codes, enfin les différents sous-secteurs. Real estate ou construction, on va prendre construction et ça nous donne ici donc l'intégralité, enfin les pressions prioritaires pour la nature, voilà sous forme de. Alors c'est binaire, hein, c'est soit c'est matériel, soit ça ne l'est pas. Et ça facilite grandement l'analyse et ça permet de ne rien oublier en fait dans les étapes suivantes de SVTN. Donc là ici on voit qu'on a ce qu'on appelle biological alterations, c'est tout ce qui va être espèces invasives, OGM, etc. Donc c'est la propagation de d'entités biologiques, on va dire indésirables dans les écosystèmes. On a aussi tout ce qui est disturbance. Donc la définition de dépression est indiquée donc dans le document méthodologie dont je vous parlais. Disturbances, c'est les pressions sous forme de bruit notamment. Ça va être aussi la pollution lumineuse, etc. Donc tout ce qui est lié au chantier en fait de construction. Et puis après on a l'utilisation d'eau douce, les émissions de gaz à effet de serre, etc. Bon, je vais relativement vite. Bon, je vais vous donner un autre exemple très rapidement sur l'agricole. Euh, voilà, donc culture, agriculture, on va dire, et on va prendre des champs irrigués de culture à grande échelle. Et ici, de la même manière, voilà, on a les pressions prioritaires. Donc, ça permet d'identifier rapidement quels sont ces grands enjeux en fait par rapport à la nature en fonction de son secteur. Et ici, donc sur la partie upstream, donc full on va dire cycle de vie. Ça fonctionne de la même manière, sauf qu'il faut rentrer ici au niveau groupe, donc les opérations directes, les différents secteurs, sous forme de code ISIC, de la même manière comme tout à l'heure. Donc on a la liste exhaustive, pardon, des codes, enfin des activités.
Et ici, on a les codes de l'upstream, c'est-à-dire que c'est pas un outil qui va permettre, en fonction de votre secteur d'activité, d'identifier directement votre chaîne de valeur, étant donné que les chaînes de valeur sont aussi variées qu'il y a d'entreprises quasiment. Donc, il faut les rentrer manuellement. Donc, ça veut dire que ça suppose quand même d'avoir fait ce travail-là d'identification des bons codes easy qui vont. Et de la même manière, ensuite, bah, ça affiche, ça compile en fait les différentes pressions. Je rentre pas dans, c'est la même interface que sur les opérations directes, donc je vous fais pas de démonstration, mais c'est vraiment assez intuitif, c'est facile à manipuler, donc n'hésitez pas à y aller. Et voilà, j'en ai fini, je pense, avec ma partie, et je vais pouvoir passer la main à Christopher. Merci beaucoup, Cyprien. C'était super intéressant, très riche. On a un peu débordé, mais c'est pas grave. On avait gardé de la marge justement au cas où il y avait des questions et des approfondissements. Donc, merci aussi aux participants et participantes qui ont posé des questions pour traiter le sujet plus en détail. On voit que ça intéresse beaucoup, donc on garde ça en tête aussi pour de futures occurrences. Et ce qu'on vous proposait maintenant, c'était justement tous ces outils qui existent. On voit qu'il y en a beaucoup, mais de peut-être se focaliser sur l'un d'entre eux, voir un petit peu comment ça marche quand on veut peut-être prioriser ses sites, regarder où est-ce qu'il faut faire le plus d'efforts. Donc cet outil, c'est le BRF. Et c'est Christopher qui va nous proposer une petite démo. Alors, on vous avait envoyé aussi un mail pour, si vous avez le temps et l'envie de commencer à vous approprier l'outil en créant un compte. Et on a créé un cas d'entreprise fictive pour vous montrer comment ça marche. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont eu le temps de le faire, mais de toute façon, on va regarder ça avec Christopher. Et donc, merci beaucoup, Christopher. Tu as la main. Super, merci beaucoup. Ouais, donc là, l'objectif, c'est de vous présenter du coup la suite Risk Filter du WWF. C'est, comme l'a mentionné tout à l'heure Cyprien, c'est les équipes allemandes en fait du WWF qui ont lancé cet outil-là. Que en fait les différents bureaux du WWF à l'échelle internationale, on s'en sert pour diverses raisons. Nous, c'est surtout pour l'accompagnement aussi dans les définitions des trajectoires relatives à SBTN qu'on s'en sert. Je vous montrerai tout à la fin il y a une table de correspondance qui a été réalisée entre les équipes du WWF Risk Filter Suite et les équipes SBTN pour justement vous permettre de comprendre l'articulation entre à la fois cet outil-là et la méthodologie SBTN de façon générale. Je pense qu'on peut le faire un peu pas à pas. Je vais vous montrer les différents modules et les différents schémas que j'ai un peu pré-créés ici pour vous montrer un peu on va dire la puissance de l'outil, où sont vraiment les indicateurs, où sont vraiment les résultats que l'on peut en tirer qui sont intéressants à creuser. Il y a une multitude de choses à faire avec cet outil-là. On va se cantonner quand même à quelques étapes qui sont un peu clés, qui vont vous permettre en fait à la fin de cet atelier-là de vous familiariser avec l'outil et que vous puissiez le réutiliser par vous-même à la suite de cet atelier-là. Ah, je sais Juste, pas, pardon, ouais, je t'en prie, ouais. je interviens très rapidement pour. Tu l'as mis dans le chat, mais je le redis parce que c'est important quand même en préambule. C'est un outil que nous on utilise beaucoup dans le cadre de SBTN, mais enfin, qui a vocation aussi à se suffire à lui-même, enfin, qui peut être Mhm. utilisé indépendamment. Et ça peut permettre aussi à répondre un peu aux remarques d'Arnaud. SBT n'a pas vocation à s'appliquer à l'ensemble des entreprises au niveau mondial. Sa zone de meilleure application, c'est évidemment plutôt les grandes entreprises, les grandes ETI, et qui vont ensuite driver leur chaîne de valeur. Et pour les autres acteurs, alors soit qui n'ont pas envie de se confronter à la complexité, soit qui n'ont pas du tout les moyens ni le temps, ce type d'approche vraiment répond bien aux besoins voilà de plus petites structures, et ça permet vraiment d'aller relativement loin quand même dans l'analyse. Donc voilà, je voulais juste repréciser ça, et puis ça me permet de rebondir aussi sur la précédente remarque. Non, Je non, te c'est relaisse la important. main. Et pour information, ce type d'atelier-là, moi, je l'ai fait auprès de PME également, pour justement montrer à quel point c'était un outil qui pouvait être utilisé par de multiples audiences, outil de premier pas pour définir une feuille de route biodiversité, stratégie nature, peu importe comment vous l'appelez à l'intérieur de votre entreprise, et un outil de priorisation. Donc, c'est évidemment pas avec cet outil-là qu'on va venir se fixer des cibles scientifiques comme on peut le faire à travers la méthodologie SBTN. En revanche, ça permet déjà d'identifier vos enjeux en tant qu'entreprise par rapport aux différentes dimensions environnementales. Donc, c'est déjà un premier pas qui est assez fondamental finalement pour pouvoir vous lancer dans une stratégie biodive.
Je commence en fait finalement comme vous devez le faire vous, de votre côté. Soit vous avez déjà pré-créé un compte, et dans ces cas-là, il suffit simplement de s'identifier à travers le login ici, soit vous ne l'avez pas fait, et c'est relativement rapide, hein. Cliquez ici, et finalement, vous avez juste à rentrer un mot de passe et votre adresse mail, et ensuite confirmer via votre adresse mail, et ensuite c'est parti, vous pouvez vous lancer. Donc comme je l'ai mentionné aussi par le passé, hein, mais c'est un outil qui est totalement gratuit. Donc moi, que je me connecte directement sur la plateforme avec le lien que vous avez ici à riskfit.org. Donc ça, c'est la page d'accueil finalement avec. C'était quand même assez bien pensé pour le coup, au sens où ce que je vais vous dire ici, vous pouvez le retrouver à la suite de cet atelier-là par les équipes du WF Allemagne qui a déjà réalisé un tutoriel. Donc il y a un guide, on va dire, de comment se familiariser avec l'outil que vous pouvez retrouver directement et aussi des tutoriels vidéo via un accès à une chaîne privée YouTube où pas à pas, en fait, vous pouvez retrouver les différents éléments et les différentes étapes que je vais vous pointer ici lors de l'atelier. Donc, cette petite phase d'introduction, vous êtes potentiellement plus familier avec l'outil Water Risk Filter par ancienneté, parce qu'il est plus ancien et ça fait déjà quelques années que le Water Risk Filter est en marche. Je dirais que ça fait 5 ans à peu près qu'il est déjà utilisé par